Bonsoir à tous. Du 25 au 30 novembre prochain, le pape se rendra en Afrique, premier voyage du Saint-Père sur le continent africain. Et c'est par le Kenya qu'il débutera sa visite. Majoritairement chrétien, ce pays de 44 millions d'habitants compte environ 10% de musulmans. Première puissance économique d'Afrique de l'Est, le Kenya reste marqué par la pauvreté et la corruption. Il est aussi la cible des Shebabs, les islamistes somaliens, qui ont multiplié les attaques meurtrières au Kenya, comme celle, on s'en souvient, de l'université de Garissa le 2 avril 2014, qui avait fait 148 victimes, la plupart des étudiants chrétiens. Alors le Kenya est visé par les Shebabs car il est intervenu militairement en Somalie en 2011 pour lutter contre le terrorisme. Quel est aujourd'hui le climat dans le pays? Que peut apporter la visite du pape François dans ce contexte troublé? Et puis aussi, quelle est la situation des chrétiens? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec notre invité que j'ai la joie d'accueillir, Paul Kalenzi. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoint le temps de cette émission. Alors, vous êtes diacre, vous êtes ougandais. Oui, c'est ça. L'Ouganda qui est frontalier avec le Kenya, Ouganda où d'ailleurs se rendra le pape François peu après son voyage au Kenya, juste après, c'est la deuxième étape. Oui. Vous êtes en France, vous suivez actuellement un second cycle de théologie au Centre Sèvres à Paris. Vous êtes vous-même d'ailleurs jésuite. Alors vous avez passé quelques temps au Kenya en deux séjours, le tout dernier étant entre 2010 et 2012. Et vous étiez à Nairobi, où vous avez notamment fait de la collecte de fonds pour les jésuites. Vous nous parlerez aussi de votre regard sur la vie des chrétiens que vous avez côtoyés au quotidien pendant quelques temps. Très bien. Mais peut-être une première approche de ce pays, à travers votre regard, votre mémoire aussi. Qu'est-ce qui vous reste à l'image? Quelle image vous reste de cette expérience au Kenya de ces dernières années? C'était une expérience tout à fait positive. L'Église au Kenya est très dynamique, très douée aussi en ressources humaines, mais aussi financières par rapport aux autres pays. Donc par rapport à l'Ouganda par exemple ou à la Tanzanie. D'accord. C'est vrai que la ville de Nairobi par exemple a beaucoup d'organisations internationales. Donc les États-Unis sont représentés là-bas. Et c'est vraiment, on pourrait dire, une porte à l'Afrique. C'est un pays qui se développe très vite et qui, pour le moment, donc, est stable politiquement par rapport aux pays voisins, mais qui a toujours cette menace de sécurité à cause des Shebabs. Voilà, on y reviendra. On va revenir à cette actualité qui va toucher le Kenya très prochainement. Donc c'est la visite du pape François. Pourquoi, selon vous, fait-il étape au Kenya? Parce que on l'a su après l'été, que ce voyage au Kenya a été confirmé. On le savait pour l'Ouganda, la République centrafricaine, mais on n'était pas encore sûr de sa visite au Kenya. Il y va finalement. Pour quelles raisons? Donc il est vrai que le voyage a commencé avec une invitation de la part des évêques de l'Ouganda pour venir donc en Ouganda à l'occasion du 50e anniversaire de la canonisation des martyrs ougandais. C'était il y a un an, ça. Oui, voilà. Et donc il n'a pas pu y aller. Mais en janvier, donc, il a communiqué qu'il pouvait aller en Ouganda et aussi en République centrafricaine. Je crois que sa visite au Kenya, ou bien sa décision d'aller au Kenya, est liée aux événements récents. Donc, comme vous l'avez évoqué, il y a ce problème de Shebabs, de terroristes, et qui ont attaqué une université dans l'est du pays, dans une ville qui s'appelle Garissa. Et donc, ils ont tué 148 étudiants. Et c'est un événement qui a beaucoup marqué, pas seulement les Kenyans, mais aussi le monde. Et je crois que même le pape a été touché par cela. Et donc, on s'est décidé d'aller au Kenya. C'est vraiment pour se montrer solidaire avec les étudiants qui ont été tués, leurs familles, mais aussi le pays du Kenya qui est toujours menacé par le Shebabs. Aujourd'hui, justement, donc il y a
voilà, quel est le climat au Kenya? C'est un climat encore tendu, difficile? Voilà, c'est un climat qui est toujours tendu. On peut avoir un autre attentat ou une autre attaque à n'importe quel moment. Ouais. Et ça, les Kenyans ont conscience de cela? Oui, ils ont conscience de ça. Ouais. Donc il y a pas mal de mesures qui sont prises. Par exemple, dans les hôtels, dans les restos, dans les banques, en fait, partout. D'accord. Partout où on va, il y a toujours la sécurité. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui va contrôler ce que vous avez dans la voiture ou sur votre corps. Donc c'est quand même, on le sent, qu'il y a toujours cette tension dans le pays. Est-ce que ça affecte les liens chrétiens musulmans? Est-ce que voilà, ces attaques qui ont visé délibérément des chrétiens, Garissa en particulier, est-ce que ça a changé les liens entre chrétiens et musulmans? Il est vrai que les Shabab eux-mêmes, quand ils ont revendiqué l'attaque, donc ils ont dit en fait qu'ils ont ciblé les chrétiens. Et il est vrai que la plupart des tueurs qui ont été tués étaient des chrétiens. Donc ça peut arriver qu'il y ait des chrétiens qui sont en colère contre les musulmans. Mais en fait, il y a une coexistence pacifique entre les chrétiens et les musulmans depuis longtemps. Et même après l'attaque, il y avait un message qui a été transmis par les évêques, mais aussi les leaders musulmans, contre le Shabab. Donc quand même, on se rend compte que même les musulmans de Kenya sont contre ce qui s'est passé. Et ils le disent de manière assez forte. Claire. Oui. D'accord. On en revient à ce voyage du pape. Le précédent voyage d'un pape, c'était il y a 20 ans, Jean-Paul II, en 1995. Le Kenya a beaucoup changé en 20 ans. Le Kenya a beaucoup changé. Donc moi-même, je me souviens du Kenya de mon enfance, puisque j'ai vécu là-bas 10 ans. Et là, donc, en entrant en 2010, donc j'étais étonné de voir le niveau économique, surtout de Nairobi, qui est vraiment d'un certain respect comme une ville de l'Occident. Surtout quand on va dans les centres commerciaux. Voilà, oui, en rentrant. C'est vrai qu'au niveau politique, ça a beaucoup changé. Donc, avant, le Kenya était un pays avec un seul parti politique. Et en 1997, donc on a eu les premières élections dans la démocratie multipartite. Donc c'est ça qui a peut-être beaucoup changé. Et au niveau politique, le Kenya reste assez stable. Donc il n'y a pas de président qui demande de prolonger ce mandat, voilà, pour être président à vie. Donc à ce côté-là, donc il y a de bonnes choses qui se sont passées. Par contre, comme on l'avait évoqué, le niveau de sécurité a certainement baissé. D'accord. Pour quelles raisons, ça? Donc il y a plusieurs raisons, mais c'est certainement lié à ce qui se passe en Somalie, qui est devenu un pays vraiment déchiré après la chute de Siad Barre, donc c'est l'ancien président. Et donc maintenant, c'est un pays très divisé, avec pas mal de régions qui même revendiquent leur indépendance. Et donc il n'y a même pas de gouvernement central. Et en quoi ça a diminué la sécurité au Kenya, alors? Parce que c'est un pays frontalier. Oui. Et au Kenya, il y a beaucoup on peut dire des Somaliens d'origine, des Kenyans d'origine somalienne. Voilà. Les frontières sont poreuses, il y a beaucoup de réfugiés aussi somaliens. En même temps, il y a beaucoup de réfugiés. Donc, on dit que les Shabab ont infiltré même les camps de réfugiés et qu'il pourrait y avoir des Kenyans d'origine somalienne qui sont impliqués. Il y a des infiltrations. Voilà, des infiltrations. Et donc, c'est assez difficile de gérer parce que ce sont les concitoyens qui sont responsables pour ces actes meurtriers. Et également des Kenyans qui se font aussi peut-être endoctriner par les Shabab. Voilà, ça peut arriver aussi qu'il y ait des Kenyans, je dirais, peut-être
soit de classe moyenne ou des classes plus pauvres, qui sont déçus par ce qui se passe dans le pays et qui sont attirés par... On sait d'ailleurs pour Garissa que certains auteurs avaient été identifiés, et des Kenyans parmi eux. Alors comment les Kenyans se préparent à cette visite du pape François et qu'en attend-il? Alors nous avons posé la question à sœur Begonia Inara, missionnaire de Notre-Dame d'Afrique, qui a passé près de 6 ans au Kenya. On l'écoute. Ils ont célébré déjà au mois d'octobre, début octobre, un congrès eucharistique, mais surtout ce qu'ils ont beaucoup d'espoir, c'est que la visite du pape change l'attitude de division qui règne actuellement au Kenya pour une attitude de paix, d'unité et d'union. Et ils ont vraiment un désir de conversion et surtout l'Église du Kenya pousse beaucoup et travaille beaucoup pour qu'il y ait ce soit une vraie conversion à l'unité, à l'ouverture à l'autre différent. On perçoit, Paul Kalenzi, des attentes fortes sur une unité retrouvée peut-être au Kenya. C'est ça l'enjeu de ce voyage selon vous? Ça peut être un des enjeux. Pour moi aussi, c'est l'espérance et c'est la paix. Donc on peut évoquer le fait que beaucoup de Kenyans, non seulement les catholiques, donc les chrétiens de confessions différentes, et les musulmans, voyagent à Nairobi pour voir et pour écouter le pape. Et donc, j'espère qu'il y aura un message d'espérance, d'unité, de paix qu'il peut porter aux Kenyans. Le pays en a besoin aujourd'hui. Voilà, oui. Et les Kenyans eux-mêmes se rendent compte. Donc, il y a par exemple parmi les groupes qui voyagent à Nairobi, il y a un groupe de jeunes de Mombasa, donc une ville qui se trouve ville côtière. À la côte, oui. Et justement, c'est pour manifester cette attente de la paix. Voilà, une caravane de la paix qui va voyager c'est ça qu'on appelle. Depuis Mombasa. Oui, oui. Donc ça, c'est une initiative intéressante menée donc pour ce voyage. Voilà, c'est une des initiatives qui sont menées par les Kenyans pour accueillir le pape, mais aussi pour sensibiliser leurs concitoyens de ce qui se passe et les enjeux importants. Et ces Kenyans, selon vous, quel témoignage ils souhaitent porter au pape? C'est justement ça, que eux-mêmes, ils souhaitent la paix, ils souhaitent l'espérance, et qu'ils s'engagent pour travailler pour la paix, pour l'espérance et pour l'unité du pays. Il y a beaucoup de chrétiens engagés dans ce sens-là, pour la paix au Kenya. Est-ce qu'il y a beaucoup d'initiatives proposées par l'Église catholique en particulier? Je veux parler, oui, justement de l'Église catholique, qui depuis longtemps a justement lutté pour la justice et la paix. Donc l'Église catholique, mais aussi d'autres églises, ont lutté pour la démocratie dans les années 90. Et aujourd'hui, donc il y a des manifestations, je dirais pas contre le Shabab, mais pour promouvoir la paix, surtout à Mombasa. Et à Garissa, donc les villes qui sont menacées. Concernées en particulier, qui sont à l'est. Et on est dans des zones peuplées majoritairement par des musulmans aussi, il faut le préciser. Mais aussi, puisque souvent, ce n'est pas qu'une question de religion, c'est parfois aussi une question ethnique. Et donc, comment vous voyez la nuance justement là-dessus? C'est pas toujours évident. Mais par exemple, ce qui se passe avec le Shabab, donc les Kenyans peuvent être en colère contre les Kenyans d'origine somalienne, sans être forcément en colère contre les musulmans. Donc, les musulmans, par exemple, qui se trouvent à Mombasa, puisque c'est une ville qui est majoritairement musulmane. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais dans ce cas-là, on peut le faire. Mais c'est vrai qu'au niveau, par exemple, de la violence qui se passe soit avant, soit après les élections présidentielles, donc là, il y a des enjeux ethniques. C'est quoi les grandes questions ethniques aujourd'hui qui touchent le Kenya? Donc, il y a
il y a peut-être 3 ou 4 grands groupes ethniques qui forment des alliances juste avant les élections. Et donc, c'était en 2008, janvier 2008, où il y avait une violence assez grave après les élections. Et après, donc, on a fait des enquêtes. On a même impliqué le président actuel, son vice-président. Et ils étaient accusés devant la RAI. Et donc, ce sont des questions comme ça qui continuent à travailler les Kenyans et qui blessent les Kenyans. Parce que quand même, on ne se regarde pas avec les mêmes yeux. Donc on voit que voilà, celui-là, il est Kikuyu, celui-là est Luo, celui-là est Kalenjin. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce n'est pas forcément le cas, par exemple, dans une entreprise, mais ça peut jouer dans d'autres lieux. Dans d'autres lieux de vie. Voilà. On va en venir au rôle de l'Église et notamment dans les étapes du voyage du pape. Eh bien, il se rendra au bidonville de Kangemi, à Nairobi, qui compte environ 100 000 habitants, dont 20 000 qui appartiennent à la paroisse catholique locale. L'Église y est très active, comme nous l'explique Sœur Bégonia. C'est maintenant. Il y a des communautés de base. Je pense qu'ils sont maintenant autour de 60 communautés de base. Et à un moment où j'étais à Nairobi, c'était vraiment un succès. Et c'était les meilleures communautés de base que j'ai connues dans la région. Pas seulement dans la région, mais de toute l'Afrique à ce moment-là. L'Église est très impliquée à travers ces communautés de base. Ils ont une école, ils ont beaucoup d'autres choses Chaque communauté de base a une personne qui s'occupe des malades, des sidéens, une qui s'occupe de la pastorale, et de l'accompagnement scolaire, et pour visiter les malades du sida. C'est une église qui est vraiment engagée et enracinée dans le peuple. Et puis, les prêtres de la paroisse, qui sont des jésuites, ils vont chaque semaine et parfois chaque jour à différentes communautés de base et on célèbre l'Eucharistie dans la maison des gens. C'est des maisons très très simples, parfois quelques-unes très rares en pierre, mais la plupart ne sont même pas en pierre, sont en tôle ou en d'autres choses. Alors c'est vraiment très important pour eux. C'est une église qui est vraiment engagée avec le peuple, l'église de Kangemi. Une église vraiment engagée avec le peuple, c'est votre avis, Paul Kalenzi, vous qui avez travaillé aussi à Kangemi, qui avez vécu là-bas. Voilà, donc j'ai vécu à Kangemi 1 an. Mais aussi, quand j'étais enfant, j'ai vécu là-bas aussi. Donc, en fait, ma famille a vécu à Kangemi quand j'avais 2 ou 3 ans. Donc, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Oui. Mais par contre, de votre séjour plus récent. plus récent. Oui. Donc là, j'ai vu que la paroisse, donc, qui a été fondée par des missionnaires canadiens, continue à faire de bonnes choses. Donc, il y a une école primaire, il y a un orphelinat. Il y a des initiatives pour les femmes de Kangemi. Il y a un centre pour les malades de sida. Il y a une école de formation en matière d'ingénierie, mais aussi pour du travail qu'on peut faire dans la bidonville. Donc il y a une vraie dynamique là. Voilà, il y a une vraie dynamique concentrée, je dirais, sur les jeunes et les femmes. D'accord. Voilà. Et vous-même, alors racontez-nous un petit peu votre quotidien aux côtés de ces familles, de ces chrétiens. Moi-même, j'avais très peu d'engagement avec les chrétiens, donc j'étais plutôt avec les jeunes. Donc j'ai animé un groupe de jeunes qui se rencontraient à la paroisse. Et avec eux, donc, on organisait les activités, par exemple, de nettoyage autour de la bidonville. D'accord. Mais aussi, c'était plutôt spirituel. Donc, on a fait, par exemple, un voyage ensemble à Madrid pour les JMJ. Et c'est vrai que dans la paroisse aussi, j'ai rencontré d'autres personnes, souvent très pauvres, mais quand même avec une foi qui m'a beaucoup impressionné. Et donc je tiens à cœur ces personnes que j'ai rencontrées, je reste en contact avec eux. Et ça m'aide beaucoup dans ma réflexion, même théologique aujourd'hui. De quelle manière, justement ?
en pensant de l'espérance, par exemple, que portent les personnes qui sont très pauvres, qui sont, par exemple, des réfugiés du Congo, qui n'avaient rien à manger. Et qui vivaient à Kangemi. Et qui vivaient à Kangemi, et qui venaient donc à la paroisse pour demander soit de l'argent, soit des choses à manger. Et quand même, on pouvait passer des moments conviviaux ensemble, et ils pouvaient partager ce qu'ils ont vécu de manière très simple. Et donc c'est ça qui m'a touché, ce contact avec les gens comme ça, qui ont leur propre dynamique, leur propre manière de vivre. Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Oui. Ouais. Et donc j'espère que, bon, en fait je vois que l'Église était vraiment un lieu pour eux de se reposer. De refuge. De refuge. Et on a beaucoup aidé pas mal de ces personnes, même avec leur démarche de réfugiés, de s'intégrer dans la société kenyane. Et donc, quand même, le travail de l'Église à Kangemi, je crois, est bien apprécié par les résidents. L'Église, elle est en première ligne dans les bidonvilles. Voilà. On sait qu'il y en a, je crois, une centaine autour de Nairobi, ça paraît fou. Elle est en première ligne. Elle est en première ligne, donc on trouve des paroisses, mais aussi des activités par les religieux, les religieuses, partout dans les bidonvilles de Nairobi. Donc on reste très proche des pauvres, et, même si c'est vraiment un défi pour ceux qui travaillent là-bas. Oui. Voilà. Un des défis aussi de l'Église, c'est la croissance des églises pentecôtistes. Voilà. Alors dites-nous un petit peu quelles difficultés, quels enjeux ça peut poser pour l'Église catholique. Donc si on marche dans les rues de Kangemi, on voit beaucoup de petites églises partout. Et souvent, en fait, ils sont plus proches du peuple. Donc on essaye d'être proche, on a des communautés de base qui attirent les catholiques. Donc des communautés de laïcs, voilà, essentiellement. Des laïcs, oui. Et on essaye d'avoir une messe dans chaque communauté par mois. Mais quand même, ils sont toujours attirés par les pentecôtistes qui, je crois, dans leur manière de prière, ils sont plus proches du peuple. Ça interpelle l'Église catholique. Voilà, ça interpelle l'Église catholique. Et de plus en plus, proposer en fait, voilà, des réponses. On propose les messes charismatiques ou le temps de prière charismatique. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, parfois, en fait, même par exemple pour nous qui venons de notre spiritualité, la spiritualité ignatienne qui est peut-être plus calme, on a vraiment du mal à attirer les gens. parce que là, si on n'a pas un peu de la musique, si on n'a pas la prière dite charismatique dans les langues, c'est assez difficile d'attirer les gens. Mais quand même, donc c'est vrai qu'il y a des catholiques qui ont quitté l'Église pour rejoindre les pentecôtistes. Et c'est vraiment un défi. Pour l'avenir de l'Église. Oui, pour la vie de l'Église. Je ne dirais pas que ce soit un nombre énorme, parce qu'en fait, on ne voit pas de l'Église catholique ceux qui ont quitté. Donc, ce n'est pas comme en Europe, par exemple, où on voit des églises vides. Non, ce n'est pas le cas. Donc, même à Kangemi, on voit que l'Église... En fait, on a ouvert une deuxième paroisse jésuite, et les deux églises sont toujours pleines. Sont toujours pleines. Ouais. Eh bien, avant de se quitter, on va terminer par ces quelques mots de Monseigneur Kivuva, qui est l'archevêque de Mombasa, qui se réjouit de la venue du pape François. And I believe the Holy Father is coming for all of us. And I say, God bless Kenya, God bless the Holy Father. Baba, Francis, Karibu Kenya. Voilà, Karibu Kenya, bienvenue au Kenya, au pape François.
Merci Paul Calenzi pour votre éclairage sur ce que vivent les chrétiens. Merci à vous, Stéphanie. On va suivre bien sûr avec attention ce voyage du pape au Kenya et en Afrique. Vous pourrez le voir sur notre antenne en direct. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Très belle semaine à tous. Au revoir.